Bonsoir à tous. Nos regards se tournent vers Taïwan au lendemain des élections présidentielles. La candidate démocrate Tsai Ing-wen a été largement élue pour un second mandat à la tête du pays. Quel est le visage de la petite communauté chrétienne taïwanaise? On en parlera avec notre invité, le père Bernard de Terve, prêtre des missions étrangères de Paris, qui a été missionnaire à Taïwan et en monde chinois pendant 10 ans. Et puis dans le reste de l'actu, on aura des nouvelles d'Haïti. 10 ans après le séisme qui a ravagé Port-au-Prince, on entendra le directeur de Caritas Haïti. Mais pour commencer cette édition, quelques repères à retenir sur Taïwan. Taïwan est une île située au sud-est de la Chine continentale. Elle est séparée de celle-ci par le détroit de Taïwan. Elle est baignée au nord par la mer de Chine orientale, à l'est par l'océan Pacifique et au sud par la mer de Chine méridionale. Taïwan compte environ 23,5 millions d'habitants, majoritairement des Chinois venus du continent depuis 3 siècles. Les aborigènes, eux, représentent environ 2% de la population. Alors quel est le statut de Taïwan vis-à-vis de la Chine ? Il a une indépendance administrative et politique par rapport au continent chinois, mais son indépendance n'a jamais été proclamée ni par le gouvernement de l'île, ni par celui du continent. L'île est donc considérée par l'ONU comme une province de la République populaire de Chine et par le gouvernement de Taïwan comme une province de la République de Chine, selon sa constitution d'avant 1949. Ce pays n'est pas reconnu officiellement par l'ONU et parmi la poignée d'États à travers le monde qui le reconnaissent, il y a le Saint-Siège avec qui Taïwan a des relations diplomatiques depuis 1942. Alors sur le plan religieux, difficile d'avoir des chiffres précis. Ce que l'on peut dire, c'est que les catholiques sont autour de 1%, les protestants 3%, soit 4% environ de chrétiens, dans un paysage qui est largement bouddhiste et taoïste. Les religions populaires imprègnent aussi beaucoup la société. L'Église est jeune puisque l'évangélisation par les missionnaires date d'il y a 160 ans. Alors que Taïwan se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale, le Vatican est représenté depuis 1971 non par un nonce apostolique mais par un chargé d'affaires. Alors il y a quelques jours, le 11 janvier, la candidate démocrate Tsai Ing-wen a été largement réélue à la tête du pays avec 57% des suffrages. Tout de suite, on retrouve notre invité. Père Bernard de Terve, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous retrouver. Alors, vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris. Vous avez été ordonné en 2005. Vous êtes parti à Taïwan en 2007. Vous avez travaillé à Taïwan et plus largement dans le monde chinois pendant 10 ans. Et depuis 2016, eh bien, vous êtes le responsable du volontariat et des vocations au MEP. Donc, vous êtes de nouveau en France voilà, pour quelques années. Peut-être une première question, comment est-ce que vous avez vécu ces années, en particulier à Taïwan ? Alors, vous savez, pour nous les missionnaires, ça commence par l'apprentissage de la langue pendant 3 ans et l'apprentissage du chinois n'est pas une mince affaire. Ça a été ardu. Ça a été ardu, mais avec de la détermination et un peu d'oreille, on y arrive. C'était de très belles années, Taïwan, avec une église jeune, comme vous le disiez, et en même temps plein de défis, on pourra peut-être en parler. En tout cas, moi, c'était de très belles années missionnaires que j'ai vécues à Taïwan. Alors, on va revenir bien sûr sur cette actualité politique, l'élection du 11 janvier pour un second mandat de la candidate démocrate Tsai Ing-wen avec 57% des votes. Alors, comment comprendre ce résultat ? Eh bien, et aussi, quelle est l'attitude de Pékin aujourd'hui vis-à-vis de Taïwan ? On écoute l'analyse d'Emmanuel Dubois de Prisque, qui est chercheur associé à l'Institut Thomas More, analyse recueillie par Isabelle Cariscos. La portée du vote en faveur de la présidente sortante Tsai Ing-wen à Taïwan. D'une part, il y a une réaction effectivement à ce qui se passe à Hong Kong et d'une façon plus générale une réaction à la montée en puissance de la Chine qui inquiète beaucoup la population taïwanaise et qui a favorisé en fait en 2019 la montée rapide dans les sondages de Tsai Ing-wen. Mais il y a aussi la situation intérieure, bien sûr, il y a une logique intérieure, il ne faut pas surévaluer disons, la dimension chinoise de cette victoire, mais la situation économique
à Taïwan n'est pas mauvaise, la croissance reste relativement forte, le chômage très bas. En 2005, la Chine a voté une loi, la loi qu'on appelle la loi de réunification, qui donne un certain nombre de conditions par lesquelles la Chine s'autorise elle-même à intervenir militairement à Taïwan. Et une de ces conditions, ce serait que Taïwan refuse indéfiniment d'entrer dans les négociations. Donc là, évidemment, le peuple taïwanais n'a absolument aucune intention d'entrer dans des négociations en vue d'une réunification. Alors voilà le résultat sans appel de cette élection. Dites-nous un peu quel est l'échiquier politique à Taïwan, en fait. Donc en fait, historiquement, il y a deux partis à Taïwan, après la loi martiale où la démocratie a été instaurée. Donc il faut savoir que Taïwan, c'est un pays démocratique, avec une vraie liberté religieuse. Et donc il y a deux grands partis, on les appelle les Verts et les Bleus, ou alors le DPP, le parti du peuple populaire progressiste, et puis le parti du Kuomintang. Donc souvent on essaie de comprendre comment est-ce que ça marche entre ces deux partis, quelle est la ligne de fracture en fait. On peut dire que la grande ligne de fracture, c'est la position par rapport à la Chine. C'est-à-dire que le Kuomintang est le parti qui avait été fondé en 1911 à Pékin et qui s'est retiré à Taïwan devant l'avancée de l'armée communiste qui était en train de faire la révolution en Chine. Donc arrivé à Taïwan, c'est pour ça qu'ils ont gardé le drapeau et le nom de la République de Chine. Et donc le Kuomintang, on pourrait dire, se considère toujours comme chinois. C'est-à-dire que ils sont, quand le Kuomintang était au pouvoir, il y a eu donc des avancées ces dernières années avant que le DPP, donc avec Tsai Ing-wen, arrive à Taïwan. Et donc il y avait eu des avancées. Moi, du temps où j'étais à Taïwan. De quel ordre ? Quelle nature des avancées? En fait, il n'y avait pas par exemple, il n'y avait pas de vol direct, il n'y avait pas de relations commerciales. Et ces dernières années, donc avant l'arrivée de Tsai Ing-wen au pouvoir, donc il y avait vraiment une volonté de se rapprocher de la Chine. Alors pas forcément politiquement, c'est-à-dire que c'est bien entendu que pour le Kuomintang, qui est un parti nationaliste, ils n'adhèrent pas du tout aux valeurs communistes portées par la Chine. Par contre, ils étaient sur le principe, nous sommes la Chine. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc il y avait un espèce d'accord entre la Chine et Taïwan sur le principe d'une seule Chine, avec deux systèmes. Alors que les Verts, donc le parti, c'est pas les écologistes, hein, c'est juste le parti taïwanais. Leur principe, c'est de dire il y a une identité taïwanaise. Ça fait 70 ans qu'il y a cette autonomie de fait de Taïwan, parce que Taïwan a son propre gouvernement, donc la République de Chine, Taïwan, a son propre gouvernement, a sa propre monnaie, a son propre système diplomatique. Donc on peut dire qu'il y a une autonomie de fait, même si l'indépendance n'a jamais, c'est vraiment la ligne rouge, n'a jamais été proclamée, parce que ça déclenchait une crise majeure. Donc on est dans ce qu'on appelle un statu quo, avec le parti progressiste qui vient de gagner, qui est plus vers une... dire quelle est notre identité taïwanaise, et puis le parti bleu, donc les nationalistes, qui sont plus comment est-ce qu'on travaille avec la Chine. Sachant que après son élection, donc une élection, jamais aucun président à Taïwan n'avait été élu avec une telle majorité. Donc il y a quand même un signal qui est envoyé. Après son élection, Tsai Ing-wen ne part pas du tout en guerre contre la Chine. D'ailleurs, ce serait fort dangereux. Mais elle a un discours plutôt pacificateur en disant voilà les principes sur lesquels nous voulons continuer d'avoir des relations non conflictuelles avec la Chine, qui sont la paix, la parité. C'est-à-dire on veut parler d'égal à égal avec la Chine, la démocratie, c'est-à-dire le peuple, 23 millions de Taïwanais se sont exprimés avec, d'ailleurs cette fois-ci, un fort taux de participation, on est à 75%, beaucoup de jeunes, ça on pourra en parler, mais c'est une nouveauté qu'il y ait autant de jeunes qui viennent aux urnes, alors qu'ils avaient plutôt tendance à dire moi la politique ça m'intéresse pas trop, et là il y a vraiment une grosse participation des jeunes. Donc 4 principes, la paix, la parité,
le dialogue et la démocratie. C'est-à-dire demander à la Chine, le peuple s'est exprimé, c'est vraiment la voix du peuple, et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas transiger. Cette jeunesse qui a regardé avec attention ce qui se passe à Hong Kong, évidemment, depuis l'été dernier. Évidemment, ça a une grande, je pense, ça a une vraie influence. C'est-à-dire qu'ils se sentent quand même proches de cette génération des Hongkongais qui sont dans la rue. Finalement, ce qu'ils voient, cette idée d'un pays de système, que c'est difficile à Hong Kong, et donc ça lève des craintes et ça pousse à un engagement politique, en tout cas dans les urnes, des jeunes Taïwanais. On a donc je parlais avec un de mes confrères au téléphone qui est à Taïwan, qui me disait ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, même dans les familles qui sont traditionnellement du Kuomintang, les familles du Kuomintang, c'est pas compliqué, majoritairement ce sont les aborigènes, et puis les descendants des Chinois, ce qu'on appelle les continentaux, c'est-à-dire les descendants des Chinois qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale à Taïwan pour fuir les communistes. Donc c'est traditionnellement, on vote bleu, on vote Kuomintang. Parce qu'on a l'espoir, on a une partie de notre famille qui est de l'autre côté, on a l'espoir qu'il y ait des bonnes relations, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, c'est quand même c'est des liens de famille entre Taïwan et la Chine. On a l'espoir d'avoir des bonnes relations avec la Chine. Et en fait, les échos que j'avais, c'était en fait les enfants de ces familles traditionnellement du Kuomintang ont voté les démocrates cette fois-ci. Alors il y a une rupture générationnelle. Il y a quand même une certaine... C'est-à-dire que les chiffres que j'avais, c'est 90% des jeunes ont voté en réaction. C'est-à-dire et que ça crée une certaine tension, même au sein des familles. Voilà. D'accord. Donc ce serait intéressant de voir comment ça évolue. Alors, ce que disait également Emmanuel Dubois de Prisque, c'est qu'il y a effectivement le paramètre chinois qui a joué dans ce vote-là, mais pas uniquement, il y a la situation intérieure. Finalement, comment va Taïwan aujourd'hui sur le plan économique, social ? Économiquement, depuis l'arrivée, donc il y a 4 ans, de Tsai Ing-wen, il y avait quand même eu des formes de sanctions, on peut dire. Enfin, c'était plus difficile économiquement. Et en fait, moi, une de mes analyses, c'est que l'année dernière, donc en plus des histoires avec Hong Kong, il y a eu les histoires entre la Chine et les États-Unis, la guerre commerciale. Et en fait, Taïwan bénéficie de la guerre commerciale. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises taïwanaises ont rapatrié les usines à Taïwan pour ne pas subir les taxes qui sont imposées par la guerre commerciale. Et donc, il y a un sursaut économique de Taïwan qui est bénéfique pour l'économie taïwanaise. Alors, on ne sait pas à long terme ce que ça va donner, mais je pense que ça joue aussi dans le bilan de Tsai Ing-wen. D'accord, de ce premier mandat. Alors, on va parler à présent du visage de l'Église. Dites-nous un petit peu brièvement comment Taïwan a été évangélisé. C'est une Église jeune, on le disait. 160 ans. Alors, il y a eu la présence d'abord de colons. Taïwan, qui avait été, je dirais, sous différentes influences, qui est revenu dans le giron chinois après la capitulation du Japon. Donc, des missionnaires qui sont arrivés il y a 160 ans, donc des Espagnols au nord, des Espagnols au sud, des Néerlandais au nord. Donc, une présence, je dirais, timide de missionnaires. Timide parce qu'on est dans une société chinoise de tradition, de culture chinoise et de très fortes traditions religieuses. Donc, je dirais un terrain qui est difficile à pénétrer. C'est-à-dire des fortes traditions populaires à Taïwan. Et puis, un grand je dirais, changement dans le paysage ecclésial de Taïwan, ça a été l'arrivée massive de Chinois du continent. Donc, il y a eu toute l'armée de Chiang Kai-shek qui est arrivée à Taïwan, mais il y a eu aussi beaucoup de prêtres chinois et de missionnaires qui fuyaient le régime communiste, qui ont été expulsés et donc qui se sont réfugiés à Taïwan. Donc on arrive à une situation assez unique d'une église très minoritaire et une arrivée massive d'abord de missionnaires et puis aussi de catholiques chinois, de gens qui sont cultivés, des gens lettrés, des gens qui faisaient partie de l'intelligentsia chinoise. Et donc, tout d'un coup, un grand changement. Et puis, de toutes les œuvres de l'Église qui étaient présentes en Chine, il y en a beaucoup qui arrivent à Taïwan. Donc, des universités, des hôpitaux, plein d'œuvres sociales. Ce qui fait qu'on a un effet étonnant, c'est-à-dire une population où il y a juste 1% de catholiques,
et énorme, enfin une très forte présence sociale. C'est-à-dire que, par exemple, le diocèse de Taipei, il y a plus de 11 lycées catholiques, avec à chaque fois plusieurs milliers d'élèves, parfois 2000, 3000, 4000, 5000 élèves. Une université catholique avec des dizaines de milliers de... Je ne connais plus le chiffre exact, mais c'est de l'ordre de 25 000 élèves. Donc vous voyez, un gros hôpital, beaucoup d'œuvres, de maisons de retraite. Donc une église qui est donc minoritaire, qui est très présente finalement dans la société et qui jouit d'une vraie reconnaissance. C'est-à-dire que énormément de Taïwanais qui ne se sont pas forcément convertis, mais sont passés finalement dans les structures, les écoles, les hôpitaux. Et donc un regard très bienveillant de la société sur l'Église. Alors parlez-nous de ces chrétiens d'aujourd'hui. Voilà, quelle est un petit peu la composition de cette communauté chrétienne et qu'est-ce qu'on peut dire aussi effectivement par rapport au... Enfin, voilà, quelles seraient les spécificités taïwanaises par rapport à ce qui se passe sur le continent ? Alors d'abord, une église, comme je vous disais, qui jouit d'une grande liberté religieuse. C'est peut-être ça la grande différence par rapport à la Chine. C'est une différence. Une société qui est très religieuse en elle-même. C'est-à-dire qu'on voit des petits temples partout. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un pays qui est très religieux. Je crois qu'il y a 9000 temples taoïstes sur cette petite île de Taïwan, 2-3 000 temples bouddhistes. Enfin, vous voyez, une présence. Et puis beaucoup d'églises. Tout ça se mélange joyeusement. Et je dirais une grande harmonie. C'est-à-dire que le sentiment qui se dégage de l'église à Taïwan et du monde religieux à Taïwan, c'est une grande harmonie. Après, une église qui est marquée par son histoire, c'est-à-dire qu'il y a quand même... c'est-à-dire que cette situation politique, on la ressent aussi dans l'Église. C'est-à-dire que c'est quand même... Il y a les bleus, les verts. Alors, de quelle manière ça s'exprime ? Ça s'exprime géographiquement et ça s'exprime... c'est-à-dire que les Taïwanais, par exemple, aiment beaucoup qu'on parle le taïwanais. Et donc, si vous avez une messe en taïwanais, vous allez avoir beaucoup de ces populations chinoises qui sont arrivées il y a plusieurs siècles à Taïwan. Et puis, plus on va vers le sud, plus c'est... donc, on s'éloigne de Taipei, de la capitale, plus on va avoir des traditions taïwanaises et une église qui a une forte coloration taïwanaise. Au nord, on est plus... avec l'église qui vit en mandarin plutôt, puisque c'est la langue officielle de Taïwan. Et puis, alors c'est quelque chose qui était très présent, c'est-à-dire que toujours il y a eu une question, est-ce que l'Église, les premiers évêques, c'était des évêques qui venaient de Chine. Aujourd'hui, c'est plutôt des évêques qui sont taïwanais, parce qu'on fait attention à cet équilibre. On a dit à une époque, l'Église est plutôt du côté du Kuomintang, donc du parti. Aujourd'hui, on brouille un petit peu les cartes. Et ce qui est vrai, c'est que chez les jeunes... politisée, on pourrait dire ça, ou qu'il a été ? Je pense je ne dirais pas qu'elle était politisée, mais qu'elle était marquée par son histoire. Et par le fait que, finalement, je dirais le sursaut de l'Église a été expliqué par le fait qu'il y avait cette affluence à la fois de catholiques et de prêtres, de religieux chinois. Et beaucoup de missionnaires, d'ailleurs, dans les années 70, se sont vraiment clairement positionnés du côté de Taïwan pour dire on n'est pas du côté de l'un ou de l'autre, mais on est du côté des habitants de cette île. Après, une des particularités de Taïwan, c'est que donc il y a 3 populations, on l'a compris, il y a les aborigènes qui sont une petite minorité, mais qui sont très majoritairement chrétiens. Donc elle est très marquée par... oui, c'est-à-dire que c'est des tribus aborigènes qui sont surtout dans les zones montagneuses, vers le sud. Et donc ça marque l'identité de l'Église à Taïwan. Un tiers des catholiques sont des aborigènes. Donc vous voyez, une petite minorité de population, mais finalement une grande représentation dans l'Église. Et puis après, un tiers de Taïwanais et un tiers de ce qu'on appelle les continentaux. D'accord, les Chinois. En quelques mots, vous voilà, quelle a été votre mission un petit peu, et en particulier en paroisse peut-être ? Alors, moi j'avais toujours à cœur les jeunes. Ce qu'on a dit aussi de Taïwan, pour comprendre l'Église, et ça va éclairer ce que je dis derrière, c'est que, en fait, il y a eu le miracle de Taïwan. C'est-à-dire qu'il y a une telle présence de missionnaires, un tel soutien de l'Église à la population qu'il y a eu énormément de gens qui sont rentrés dans l'Église.
Alors les vocations. certains diront les chrétiens du riz parce qu'on leur a donné du riz. Il y a peut-être un peu de ça, mais il y a aussi une vraie amitié pour l'Église. C'est-à-dire que merci, et on a compris concrètement votre message par l'amour avec lequel vous vous êtes dédié à notre peuple, qui était une situation difficile après la Seconde Guerre mondiale. Et donc beaucoup d'entrées dans l'Église, le miracle de Taïwan. Le problème, c'est que c'est des populations qui n'étaient pas forcément très à même de transmettre la foi. C'est-à-dire, imaginez toute une génération de personnes qui ont accueilli la foi et qui sont encore dans les églises, enfin pour ceux qui sont vivants, hein, ils sont très fervents, mais qui n'ont pas eu forcément les outils pour la transmission. Pour moi, c'est un des grands défis de Taïwan, c'est comment l'Église parle aux jeunes générations. Parce que du fait qu'on ait eu cette entrée massive dans l'Église, et puis que la mentalité chinoise est assez conservatrice, je dirais pas traditionnelle, mais ce qui est important, c'est les rites, c'est qu'on fasse ce qu'on a toujours fait, et du coup, un décrochage avec les jeunes. D'accord, donc ce serait ça. C'est-à-dire que moi, ce que je voyais, c'était mes paroissiens, c'était la génération des grands-parents sont très fervents, ils viennent à l'église. La génération des parents ont été baptisés, mais ne viennent plus à l'église. À la limite, ils accompagnent leurs parents à la messe et puis ils repartent. Et puis, la génération des petits-enfants, donc les jeunes aujourd'hui, n'ont pas été baptisés. Donc on voit qu'il y a quand même un décrochage avec la sécularisation, une société très matérialiste, très technologisée, où les études sont très importantes, c'est-à-dire qu'on pousse les jeunes à travailler, ce qui fait que, pour moi, un des défis de l'Église, c'est comment est-ce que l'Église est créative pour aller rejoindre les jeunes dans leur culture. Et vous voyez, on voit que quand les jeunes arrivent dans les urnes, il y a un grand changement dans les votes. Peut-être que c'est un de ces signaux-là. C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse à rejoindre à Taïwan. Et moi, ça a vraiment été ce que j'avais à cœur. C'est-à-dire ma mission, en plus d'avoir une paroisse, c'était d'aller dans le monde des jeunes. Alors moi, je suis marqué par ce que j'ai vécu avant d'être missionnaire, par tout ce courant de la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas nouvelle dans le message qu'on annonce, mais dans les moyens. Donc rejoindre les jeunes dans leur culture, annoncer le message du Christ aux jeunes, renouveler la vie spirituelle. C'était une de mes grandes attentions, parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient très investis dans l'Église, mais qui étaient vraiment le peu de jeunes qui étaient là. Alors on leur demandait d'être à tous les camps, à faire plein de choses. Ils étaient beaucoup dans le faire, mais un manque d'intériorité et de vie spirituelle. Et donc moi, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre à Taïwan, c'est-à-dire avec beaucoup c'est-à-dire remettre la vie spirituelle d'une manière moderne au centre de la vie des jeunes. Du coup, ça attirait énormément de jeunes. Ça a pu marcher aussi. Merci beaucoup, Père Bernard de Terve, de nous avoir apporté ce témoignage, cet éclairage sur les chrétiens de Taïwan. On va continuer à suivre évidemment ce qui se passe là-bas dans nos prochaines éditions et sans doute à une prochaine fois. Merci, Père. Je vous en prie. Et dans l'actu des églises, on revient sur cette actualité forte. On s'en souvient, c'était il y a 10 ans en Haïti, le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 dévastait Port-au-Prince, la capitale, faisant plus de 230 000 victimes et 1,5 million de sans-abri. Ce pays le plus pauvre du continent américain, d'environ 10 millions d'habitants, a aussi connu une succession de crises politiques qui poussent les jeunes à migrer. Alors pour lutter contre ce phénomène, comment agit l'Église ? On écoute le Père Jean-Hervé François, directeur de Caritas Haïti, qui a pu joindre par téléphone Isabelle Dornier. Une des priorités de Caritas actuellement, la sécurité alimentaire. Mais lorsque dans un pays, l'agriculture se fait au gré des saisons, et en Haïti, il y a une alternance sécheresse, inondation, donc ce n'est pas toujours évident que les paysans puissent réussir leur récolte. Donc la sécurité alimentaire constitue un défi pour Haïti. Donc actuellement, Caritas accompagne les populations particulièrement dans le domaine de la sécurité alimentaire pour faciliter à ce que les populations, les communautés puissent d'abord augmenter leur production agricole, parvenir à disposer d'un certain revenu pour leur ménage et finalement à pouvoir bien gérer leur alimentation. Caritas s'engage aux côtés des populations pauvres pour parvenir à
les appuyer dans ce qu'il y a de plus important pour les communautés, c'est-à-dire les besoins de base. Et puis au Proche-Orient, l'inquiétude des chrétiens irakiens risque-t-il d'être les victimes collatérales du bras de fer qui se joue actuellement entre l'Iran et les États-Unis sur le territoire irakien? Selon l'ONG Portes Ouvertes, les chrétiens irakiens craignent une escalade de la violence dans leur pays où les États-Unis et l'Iran se font face dans un climat de plus en plus tendu. Les chrétiens ont peur que l'Irak ne devienne un champ de bataille entre les deux pays ou qu'une nouvelle guerre civile éclate en Irak. Dans les deux cas, les chrétiens seraient parmi les plus touchés. Suite à des années de conflit, la présence chrétienne a déjà beaucoup diminué. En Irak, en 2003, on comptait 1,5 million de chrétiens. En 2018, il n'était plus qu'environ 250 000. Alors même si le groupe État islamique a été chassé d'Irak, des cellules dormantes et des groupes d'extrémistes soutenus par l'Iran continuent de s'en prendre aux civils. La situation semble pour l'instant relativement calme dans la plaine de Ninive, au nord de l'Irak, mais d'après Portes Ouvertes sur place, chacun suit avec attention l'évolution de la situation, car on ne sait pas comment les milices soutenues par l'Iran présentes dans la région vont réagir. De leur côté, les responsables chrétiens, dont le patriarche chaldéen Louis-Raphaël Sako, lancent un appel au calme et à la retenue. Ils enjoignent les dirigeants à prendre en compte l'impact des décisions politiques sur la population. Et puis, pour terminer, une bonne nouvelle malgré tout pour le Proche-Orient. 2019 a marqué un record d'afflux de pèlerins en Terre Sainte, selon le Bureau franciscain des pèlerins. Ils ont été 630 000, 98% d'entre eux étaient catholiques. Les pèlerins sont venus de 115 pays depuis les 5 continents. Le groupe le plus nombreux a été composé d'Italiens, 80 000 fidèles, suivis par les pèlerins polonais, 62 000, et espagnols, 35 000. Ces données sont partielles et ne tiennent pas compte des pèlerins des églises orthodoxes et orientales, ni des baptisés en nombre croissant des communautés évangéliques et pentecôtistes. Et puis, selon le ministère des Affaires étrangères israélien, près de 4,5 millions de touristes sont entrés en Israël en 2019. L'augmentation constante de l'afflux des pèlerins et des touristes en Terre Sainte au cours de ces dernières années représente une donnée de grande importance, surtout en tenant compte des conflits et convulsions sociales et géopolitiques qui continuent à intéresser le Proche-Orient. Voilà, c'est la fin de cette édition. Un grand merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Très bonne soirée à tous. Au revoir.